Chers amis, chers confrères, je remercie tout d'abord les organisateurs de ce congrès, en l'occurrence le professeur Marcel Barkali, pour cette invitation. Et il m'a été demandé de parler d'œil sec et de chirurgie oculaire pendant ce cours de 30 minutes. Alors, l'œil sec intéresse un tiers de la population mondiale et pratiquement la moitié des personnes âgées de plus de 70 ans. Ces personnes sont plus à même de bénéficier de chirurgie oculaire, qui est un des facteurs de risque de l'œil sec iatrogène. Cette chirurgie oculaire induit ou aggrave la sécheresse oculaire, donc va altérer la surface oculaire, qui, celle-ci, une fois altérée, va influencer le résultat réfractif et la qualité de vie des patients en post-opératoire. Donc, s'il y a une mauvaise gestion de la qualité de cette relation, il va y avoir une dégradation de la qualité de vie et la chirurgie sera considérée par le patient comme un échec. Donc, la chirurgie oculaire constitue un point d'entrée dans le cercle vicieux de l'œil sec, mais en plus, ces patients vont présenter d'autres facteurs de risque et donc d'autres points d'entrée dans le cercle vicieux de l'œil sec. C'est des patients qui, en cas de chirurgie réfractive, sont parfois porteurs de lentilles de contact avec leurs produits d'entretien, qui, dans certaines chirurgies, vont être traités par des collyres cytotoxiques en préopératoire, qui peuvent avoir un dysfonctionnement mébomien ou blépharite associé. Donc, cette chirurgie oculaire, de par son traumatisme chirurgical, va induire une augmentation des facteurs inflammatoires avec libération des facteurs de l'inflammation, des cytokines, des MMP9, des interleukines 1. La chirurgie oculaire va induire une transection neuronale en réalisant un volet par une incision cornéenne, par une photoablation, qui va donc provoquer un dysfonctionnement neuronal et une diminution de la sensibilité cornéenne, mais aussi des modifications épithéliales qui, elles, peuvent être aussi secondaires au traumatisme épithélial chirurgical, par l'incision, par les sutures, par une désépithélisation, et tout ceci peut être responsable d'une épithélopathie neurotrophique. Le traumatisme conjonctival secondaire à la mise en place du blépharostat ou d'un anneau de succion en cas de femtoseconde va donner une perte des cellules caliciformes, mais aussi au niveau palpébral, on peut avoir une altération des glandes de Leucomus par la pose du blépharostat et par l'inflammation périoculaire qui va être responsable d'un dysfonctionnement mébonien. Tous ces facteurs vont être responsables d'une part d'une hyposécrétion, mais aussi d'une instabilité du film lacrymal responsable de l'œil sec. Il faut donc agir sur 3 niveaux, déjà avant la chirurgie, pendant la chirurgie et après la chirurgie pour prévenir et diminuer les altérations de la surface oculaire. On va s'intéresser tout d'abord à l'œil sec en cas de chirurgie réfractive ou de chirurgie de cataracte. Cette dernière est considérée actuellement comme une chirurgie réfractive puisque les résultats fonctionnels et les attentes sont aussi importants. Avant la chirurgie, il faut évaluer l'état de la surface oculaire. En effet, plusieurs études sont intéressées à la prévalence de l'œil sec en préopératoire dans les séries de patients qui vont être opérés de chirurgie cataracte, et on a retrouvé que 80% de ces patients présentaient un œil sec et 30% de ces patients étaient asymptomatiques. L'étude FACO retrouve 60% des patients candidats à une phacoémulsification présentant un œil sec asymptomatique. Le challenge est de diagnostiquer ces atomes secs asymptomatiques. Il faut donc multiplier les examens cliniques pour dépister le maximum de patients asymptomatiques. Il faut donc détecter, évaluer et traiter cette sécheresse oculaire. Pour ce faire, il faut faire une optimisation de la stratégie de détection et d'évaluation parce que sinon, on va perdre énormément de temps à réaliser ces tests en préopératoire. 2 articles intéressants qui nous proposent des stratégies d'optimisation, de détection et d'évaluation de syndrome sec en préopératoire. Tout d'abord, une publication de l'équipe du professeur Baudouin qui a présenté une démarche simplifiée selon le niveau de risque d'œil sec et de complications post-opératoires qui est orientée par l'interrogatoire et l'examen clinique et basée sur des investigations ciblées selon le degré du risque. Si le risque d'œil sec est minimal, on réalisera un bilan préopératoire minimal
avec une évaluation des symptômes, un examen à la fluorescéine sommaire, un examen des bords libres de paupières. Si le risque d'œil sec est significatif, le bilan préopératoire sera complet avec une mesure de l'échelle visuelle, de l'acuité visuelle, une coloration à la fluorescéine et une évaluation du score d'Oxford, une mesure du break-up time, une mesure du ménisque de l'arme et des tests d'expression mépopienne. Et enfin, si le risque d'œil sec est maximal, il faut un bilan préopératoire extensif avec une évaluation du score d'OSDI, une mesure non invasive du break-up time, mesure du Schirmer et une mémographie. L'autre étude est celle publiée dans le JCRS par la CRS, qui présente un algorithme pour les chirurgies oculaires de cataracte et de chirurgie réfractive. On commence par un examen systématique réalisé par un technicien qui permet une interprétation rapide et un gain de temps, mais nécessite des examens non invasifs qui sont parfois coûteux et non disponibles partout. On commence par un speed questionnaire qui est plus simplifié que le questionnaire OSDI et des examens non invasifs réalisés par un technicien basés sur la mesure d'osmolarité et le dosage des MMP9. Ces tests peuvent ne pas être disponibles dans tous les cabinets. Puis, un examen systématique réalisé par l'ophtalmologiste, un examen des paupières et de la surface oculaire. À la fin de cet examen, la pathologie de la surface oculaire sera soit éliminée, soit retenue. Si elle est retenue, on va donc la diviser en deux catégories. Elle peut être avec retentissement visuel ou sans retentissement visuel. Les critères de retentissement visuel sont les suivants. Il s'agit d'une vision fluctuante améliorée par le clignement ou le lubrifiant, une osmolarité et un taux d'MMP9 très élevé, une topographie ou une laborométrie irrégulière et fluctuante, un astigmatisme irrégulier dû à des anomalies épithéliales cornéennes et une coloration cornéenne significative, une pathologie de la surface pouvant favoriser une infection post-opératoire et une augmentation de l'objectif scatter index. Les mesures de la réfraction préopératoire et de la chirurgie elle-même doivent être reportées jusqu'à ce que la pathologie de surface avec retentissement visuel soit suffisamment traitée et convertie en pathologie de surface sans retentissement visuel. Alors, en cas de pathologie de surface avec retentissement visuel, il faut le traiter et il faut une restauration rapide de la surface oculaire. Et on va commencer directement à l'étape 2 des recommandations du TIOS 2. Et la CRS recommande d'utiliser du lift de grâce en première intention pendant 2 à 4 semaines avant la chirurgie. S'il n'y a pas de disponibilité de ce traitement, on traitera par des corticoïdes locaux. S'il y a résistance aux corticoïdes, on passera au cyclosporine. S'il y a une rosacée ou une blépharite associée, on va traiter par des tétracyclines par voie orale. S'il y a un dysfonctionnement des glandes de mégomus, il faut donc avoir recours à l'hygiène des paupières et une exfoliation mécanique. S'il y a des altérations épithéliales, on va utiliser des agents bouillants sans conservateur, parfois un sérum-autologue. On peut avoir recours à une greffe de membrane amniotique, à une lentille thérapeutique, et on peut recourir à des occlusions de points lacrymaux. Là, il faut faire attention. S'il y a un contexte d'inflammation locale avec des MMP9 élevés, il faut éviter ces occlusions car on va induire une augmentation des facteurs inflammatoires par stagnation des larmes. S'il y a des anomalies palpébrales, il faut les corriger chirurgicalement. Éviter les antihistaminiques par voie générale. Éviter le chlorure de benzalkonium. S'il y a un port de lentilles, il faut faire une dépose des lentilles de 2 semaines pour les souples et un mois pour les lentilles rigides. Enfin, on réalisera un contrôle au bout de 2 à 4 semaines. Si l'atteinte de la surface oculaire est sans altération de la vision, on peut procéder à la chirurgie. Si la vision est altérée, on va retarder la chirurgie jusqu'à l'amélioration de la surface oculaire. Enfin, l'œil sec va agir sur la précision des explorations préopératoires. Si le syndrome sec est significatif, il y a un risque important d'erreurs réfractives et de mauvais résultats réfractifs en post-opératoire. Pendant la chirurgie, en l'occurrence la chirurgie de la cataracte, éviter les conservateurs, diminuer les gouttes midriatiques et anesthésiques, éviter l'arrosage continu répétitif par du BSS et privilégier l'utilisation de viscoélastique sur la cornée, limiter la taille de l'incision, limiter la puissance des ultrasons et diminuer le temps opératoire et l'exposition à la lumière.
L'incision de l'extracapsulaire donne une dénervation cornéenne qui peut durer jusqu'à 2 ans versus 3 mois pour la phacoémulsification. Et plus l'incision est large, plus la sensibilité cornéenne est altérée, donc un syndrome sec plus sévère. Le laser femtoseconde altère plus la surface oculaire que la phacoémulsification. Pour la chirurgie réfractive, pendant la chirurgie, il faut limiter l'utilisation des collyres anesthésiques qui peuvent induire une cardite toxique, éviter de traumatiser l'épithélium et la surface oculaire en préopératoire, en péropératoire. Le capot femtoseconde donne moins de sec que le capot microkératome. Donc, beaucoup d'études sont intéressées à la taille et à la localisation de la charnière et à l'épaisseur du flap, mais in fine, il n'y a pas d'effet sur l'œil sec relatif à la taille et à la localisation de la charnière. Le SMILE serait supérieur au LASIK en termes de respect de la surface oculaire avec une meilleure densité nerveuse et une meilleure sensibilité cornéenne. En post-opératoire, les recommandations sont basées sur l'évitement des anti-inflammatoires non-stéroïdiens, aussi éviter les conservateurs, particulièrement le chlorobenzalkonium, limiter l'utilisation des amylosides, renforcer la surveillance et poursuivre le traitement sur le long terme, au minimum 6 à 8 mois après une chirurgie réfractive. Plusieurs produits ont été préconisés à utiliser en post-opératoire. On va les voir un à un et voir les études qui ont analysé leur effet sur la surface oculaire. Une première étude sur la chirurgie de cataracte avec utilisation d'acide hyaluronique sans conservateur, 4 fois par jour pendant 4 semaines. Il ressort que ce produit améliore l'œil sec chez les patients ayant une sécheresse oculaire préexistante, avec un meilleur effet sur l'OSDI, le Schirmer, le backup time et la coloration cornéenne. Une autre étude de l'acide hyaluronique et du carboxyméthylcellulose dans la chirurgie de la cataracte, 4 fois par jour. Ce traitement réduit les symptômes de l'œil sec par rapport au groupe témoin traité par corticoïdes topiques seuls et améliore les mesures objectives de la surface oculaire par rapport aux corticoïdes seuls. En chirurgie réfractive, une étude a comparé le carboxyméthylcellulose avec l'acide hyaluronique versus carboxyméthylcellulose seul. Les résultats sont comparables au niveau des scores, au SDI ainsi que pour le Schirmer et le backup time, mais un avantage au niveau de l'acuité visuelle non corrigé pour la formule carboxyméthylcellulose et l'acide hyaluronique. Le diclofazole, qui est un immunomodulateur, a été étudié en chirurgie de la cataracte et comparaison de diclofazole 3% versus acide hyaluronique. À 3 mois, le diclofazole donne de meilleurs résultats sur les symptômes, sur le break-up time, sur les changements, les aberrations de haut ordre après clignement. Et sur toute la période de suivi, le diclofazole est meilleur sur le test de Schirmer et les scores de la coloration cornéenne et conjonctivale. Le diclofazole a été aussi utilisé en chirurgie réfractive, en post-opératoire, comparaison de 4 groupes, un groupe utilisant l'arme artificielle, un groupe le diclofazole, un groupe association diclofazole et acide hyaluronique et un groupe acide hyaluronique dans le traitement de l'œil sec après LASIK. Et cette étude révèle une supériorité de l'association du groupe diclofazole et acide hyaluronique en termes de signes fonctionnels, de résultats visuels, de break-up time et de Schirmer. La cyclosporine a été étudiée en chirurgie réfractive et cataracte. En chirurgie de la cataracte, la cyclosporine est supérieure à la carboxyméthylcellulose. Et en chirurgie de la cataracte avec un plan multifocal, l'utilisation de cyclosporine donne de bons résultats en qualité de vision et de syndrome sec. Et en chirurgie réfractive, cette molécule est efficace dans le traitement de l'œil sec en pré- et en post-opératoire. L'équipe de Georges Alliot a étudié l'utilité du plasma riche en plaquettes, à raison de 6 fois par jour pendant 6 semaines, qui montre une amélioration de la symptomatologie de l'hyperémie conjonctivale et du staining, avec amélioration de la meilleure activité visuelle corrigée d'au moins une ligne. Donc, ceci est expliqué par l'apport de facteurs de croissance qui va améliorer la prolifération, la migration et la différenciation des cellules épithéliales. Mais ce traitement n'a pas d'effet sur la régénération nerveuse. Cette régénération nerveuse est à la base des nouvelles approches et des perspectives d'avenir en termes de prise en charge post-opératoire. En effet, plusieurs études ont mis en évidence l'effet bénéfique des facteurs neurotrophiques pour l'amélioration de la sécheresse en post-opératoire. Après avoir vu l'œil sec et la chirurgie réfractive, la chirurgie de la cornéenne, chirurgie de la cataracte, excusez-moi,
on va s'intéresser à l'œil sec et à la greffe de cornée. En effet, dans ce contexte, deux entités sont intriquées. Tout d'abord, le remplacement de la surface cornéenne par la trépanation et le remplacement d'un greffant de la cornée réceptrice, et d'un autre côté, la iatrogénie des collyres et des sutures. La prise en charge doit être pré-, péri- et post-opératoire, car il y a un risque de trouble de la réptilisation du greffon, un risque d'augmentation de l'infection et un risque accru de rejet de greffe. Alors, la dénervation cornéenne liée à la trépanation va donner une section des nerfs cornéens, une hyposthésie cornéenne, une diminution du réflexe du clignement et de l'armement, une diminution de la lubrification de la surface et une diminution de la libération des neuropeptides, mais aussi les structures, si elles sont trop larges ou désenfouies, vont diminuer le processus de réptilisation. Si elles sont trop serrées, vont donner un astigmatisme et des défects épithéliales. Et aussi, les colliers qu'on va utiliser en post-opératoire vont être iatrogènes, à savoir le chlorure de benzalkonium et les aminosides. Tout ceci explique le risque plus important d'infection, de rejet de greffe et d'anomalie de la surface oculaire qui peut être soit un retard de répétilisation, soit une kératite ponctuelle superficielle, soit un défect épithélial, soit une uricane kératopathie avec un aspect en spirale, mais aussi une kératite filamenteuse, un œdème épithélial microkystique et une bulle sous-épithéliale, une kératite neurotrophique. Donc, avant la chirurgie, il y a des facteurs liés au receveur, donc il faut préparer le terrain, corriger des anomalies de paupières par une chirurgie, améliorer les anomalies du film lacrymal quantitatives et qualitatives. L'état d'épithélium cornéen doit être évalué et traité en cas d'atteinte. Et s'il y a une insuffisance cellules souches limbiques, celle-ci doit être donc corrigée par une greffe de cellules souches limbiques. Enfin, les facteurs liés au donneur n'ont aucune influence sur le résultat post-opératoire en termes de surface oculaire. Pendant la chirurgie, les greffes de cornée, transfixion télaméllaire antérieure, on doit faire attention et prendre notre temps, être minutieux pour avoir une bonne apposition des berges du greffon et de l'anneau limitant et éviter les sutures serrées ou lâches. Pour les greffes de cornée endothéliales, les complications sont moindres, car il y a une conservation de la cornée antérieure du receveur, mais il existe une fragilité épithéliale secondaire à la décompensation préopératoire endothéliale qui peut induire un défect épithélial qui va être transitoire. En post-opératoire, il faut tenir compte de l'iatrogénie médicamenteuse, les collyres avec conservateurs et les aminosides. En cas de kératite herpétique avérée ou associée, ou dans le cadre d'une prévention, privilégier le traitement antiherpétique par voie péros, utiliser systématiquement des lubrifiants selon le degré de la sécheresse oculaire, la viscosité sera adaptée. On peut avoir recours au bouchon médiatique en cas de syndrome sec modéré et sévère. Toujours appliquer une occlusion palpébrale. Celle-ci va diminuer l'évaporation des larves et le frottement palpébral. En cas de retard de cicatrisation ou une atteinte de surface majeure, on peut associer une tarsographie ou une injection de toxine botulique dans le muscle releveur. D'autres alternatives médicales sont disponibles, telles que le céramontologue, la cyclosporine à 2%, surtout chez les patients à haut risque de rejet, et les lentilles thérapeutiques. On va s'intéresser maintenant à l'œil sec et la chirurgie filtrante du glaucome. Déjà, avant la chirurgie, les glaucomateux présentent une pathologie de la surface. Les troubles de la surface oculaire chez les glaucomateux intéressent 70% de la population glaucomateuse et dans 35%, c'est un syndrome sec sévère. Les syndromes secs et les symptômes sont multipliés par 3 après instauration du traitement antiglaucomateux et ces changements inflammatoires de la surface oculaire sont retrouvés essentiellement 1 an après le traitement antiglaucomateux. En plus, les médicaments utilisés, que ce soit les conservateurs et les principes actifs, sont toxiques vis-à-vis de la surface oculaire. Donc, l'œil glaucomateux est un œil inflammatoire par essence et le risque d'échec de la chirurgie filtrante augmente avec le nombre et la durée du traitement antiglaucomateux. Là, on a deux volets à prendre en considération. D'une part, l'atteinte de la surface oculaire et la réussite de la chirurgie filtrante. Donc, les facteurs à prendre en compte en préopératoire sont l'ancienneté du traitement antiglaucomateux, le nombre de médications en cours avec conservateur, l'évaluation de la surface oculaire, le délai estimé avant chirurgie et les antécédents de chirurgie oculaire. Il faut donc préalablement préparer l'œil à opérer.
Cet œil opéré va être préparé pour améliorer la surface oculaire, comme je l'ai dit, mais augmenter aussi le succès de la chirurgie. Il faut réduire les traitements un mois avant la chirurgie, surtout arrêter l'alphagan. Il faut garder à l'esprit qu'il y a peu de différence entre une tri et une cautérie-thérapie. Donc, si on est en cautérie, on passera à une tri-thérapie pour diminuer l'instillation des collyres, privilégier les traitements sans conservateur, les associations fixes, privilégier le traitement par voie systémique et réduire le traitement local. Généralement, pour améliorer les chances de succès, on va adjoindre un traitement local anti-inflammatoire un mois avant la chirurgie par des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou stéroïdiens, toujours privilégier les traitements sans conservateur, associé à un massage au sérum physiologique régulier en préopératoire et une hygiène palpébrale. En péropératoire, pour protéger la surface oculaire et améliorer toujours, on prend en considération ce volet-là, le succès de la chirurgie, il faut limiter au maximum le traumatisme conjonctivo-tégonien, privilégier les ouvertures limbiques, pas de trait de refend radiaire, ce qui augmente la fibrose, une coagulation douce et minimaliste, une dissection douce, privilégier le Vicryl fin, 10-0, l'usage des antimétotiques d'autant plus que les traitements topiques sont anciens, et diminuer le temps opératoire et l'exposition à la lumière. En post-opératoire, on va mettre le patient sous anti-inflammatoire stéroïdien ou non stéroïdien pour améliorer les chances de succès et il faut privilégier les produits avec conservateur. L'œil sec, la chirurgie du strabisme, un globe strabique est un globe dévié, donc avec un mauvais contact avec le paupière, donc mauvais étalement lacrymal, une exposition anormale de la conjonctive avec augmentation d'évaporation et avec un risque de microtraumatisme plus élevé. Tout ça, tous ces facteurs sont des points d'entrée dans le cercle vicieux de la sécheresse oculaire. En post-opératoire, on aura des modifications de la sensibilité cautélienne, de la diminution des cellules caliciformes, une augmentation transitoire des facteurs inflammatoires. Toutes ces modifications sont transitoires. Le choix du site de l'incision et son effet sur la surface oculaire, il n'y a pas de consensus. Donc, une étude a montré que l'incision limbique donne plus de signes cliniques de syndrome sec oculaire et affecte la sensibilité cornéenne, alors qu'une deuxième étude montre une absence de différence sur la sensibilité cornéenne, la stabilité du film criminal et les signes cliniques selon le type de l'incision. L'œil sec et la chirurgie vitréo-rétinienne. Une étude a comparé la vitrectomie 25 gauche à la 20 gauche et on a de nombreux avantages par rapport au système conventionnel de 20 gauche, un temps opératoire plus court et un traumatisme chirurgical minimal et sans suture pour la 25 gauche, donc des signes fonctionnels en rapport avec les troubles de la surface oculaire moins fréquents en cas de vitrectomie 25 gauche. La vitrectomie 23 gauche avec et sans suture ont été comparés. Les signes cliniques sont aggravés pendant toute la période post-opératoire dans les deux groupes avec et sans suture, mais le break-up time est plus raccourci dans le groupe avec suture. Ceci expliqué que les sutures vont donner donc une diminution des cellules caliciformes, une diminution de la sécrétion de mucine et une instabilité du film lacrymal. Le processus inflammatoire est également favorisé par l'absorption du film de Vicryl. En post-opératoire, l'application d'acide hyaluronique après vitrectomie chez les patients atteints de décollement de rétine diminue les signes cliniques subjectifs et accélère la récupération des troubles de la surface oculaire et des paramètres objectifs. L'œil sec et cross-linking. La cornée kératoconique s'accompagne d'une dégradation importante du collagène, mais aussi d'une déformation cornéenne. Tout ceci est responsable d'une instabilité du film lacrymal. Donc, théoriquement, après cross-linking, on va avoir moins de dégradation du collagène, donc meilleure stabilité de l'épithélium et meilleure stabilité du film lacrymal, donc une amélioration de la surface oculaire. Que montrent les études qui étudient les anomalies d'altération de la surface oculaire après cross-linking? Pas de changement, 3 à 6 mois des marqueurs de la sécheresse, break-up time, coloration et fluorescéine, et une baisse de la sensibilité cornéenne jusqu'à 12 mois sans retentissement fonctionnel. Le cross-linking accéléré a été étudié. On ne retrouve pas d'influence sur les marqueurs de la sécheresse oculaire à 3 et 6 mois, mais une altération des cellules caliciformes due au blépharosta et aux UV sans retentissement sur la marqueur de sécheresse. L'œil sec et l'anneau intracornéen. L'altération des cellules caliciformes par le blépharosta et l'anneau de succion induirait donc une altération de la surface oculaire. L'effet d'aplatissement des anneaux entraînerait une surface plus régulière et les études ne retrouvent pas de changement d'osmolarité ni du break-up time à 6 mois. Alors,
En conclusion, je dirais que l'œil sec et la chirurgie oculaire est une relation complexe et donc il faut une gestion adaptée. En préopératoire, il faut une préparation du terrain, donc détecter, évaluer et traiter l'œil sec, surtout des cas asymptomatiques. En préopératoire, primum non nocere, être le moins invasif possible et respecter l'homéostasie de la surface oculaire. En post-opératoire, il faut une surveillance armée avec un traitement à long terme selon la gravité de l'œil sec. Quelles sont les perspectives d'avenir? Il faut améliorer les méthodes diagnostiques pour ne pas passer à côté des cas symptomatiques, améliorer les techniques chirurgicales pour utiliser des techniques les moins invasives possibles et minimiser l'atteinte de la surface oculaire. Et en post-opératoire, l'avenir est à la régénération des fibres nerveuses. Je vous remercie pour votre attention.